Alors, je commence par présenter tous mes vœux, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de succès en 2022. Alors, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'avoir M. Jérémy Dardet comme conférencier lors de notre séminaire. Donc, merci Jérémy d'avoir accepté notre invitation. Alors, M. Dardet est de l'université Paul Sabatier. Il est maître de conférence au sein de l'Institut de mathématiques de Toulouse. Alors, il travaille dans le domaine de recherche des problèmes inverses et le contrôle des équations aux dérivées partielles. Alors, aujourd'hui, il va nous présenter un travail intitulé The Morozov's Principle Applied to Data Assimilation Problems. Donc, vous pouvez commencer, M. Dardet. Merci beaucoup, Monsef, pour la présentation. Merci, Mourad, pour l'invitation. Et merci à tous d'être là. Moi aussi, je vous souhaite une excellente année 2022, la meilleure possible dans le contexte actuel. J'espère que ce sera meilleur que l'année dernière. J'espère. Je suis assez confiant là-dessus. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Donc, je suis très content d'avoir cette opportunité de vous présenter ce travail. Donc, c'est un travail en collaboration avec Laurent Bourgeois. Et donc, quand on travaille tous les deux, souvent, on travaille sur des histoires de morosovrie. Donc, je vais vous parler de morosovrie, de principe de Morozov, donc appliqué à un problème d'assimilation de données. Donc, ça va être un problème joué. Hein. Je vais aussi parler un peu de complétion de données, juste pour vous montrer une petite différence entre les deux problèmes qui est pas, enfin, en tout cas, qui m'avait pas sauté aux yeux au début. Voilà, donc il va y avoir des morosovries, il va y avoir des tikhonovries, il va y avoir de la dualité. Et puis, c'est pas trop dur, en fait. C'est une sorte de compilation de résultats qu'on avait eu ensemble ou qu'on avait eu séparément, qu'on a mis ensemble sur ce problème-là. Et ça devrait être... je pense que c'est assez facile à suivre. Pas facile, je sais pas, mais en tout cas, il n'y a rien de très complexe. Et donc, je me suis dit, pour un exposé le 5 janvier 2022, c'était une bonne idée de parler de ça. Alors, donc ce que je vais faire, je vais donc essayer de vous définir le problème qui m'intéresse. Ça va être un problème inverse, un problème mal posé. Et je vais le définir de manière abstraite parce que comme ça, je pourrais vous montrer que ce que je raconte, ça s'applique à différents problèmes directement. Il y a plein de problèmes qui vont se mettre dans ce cadre-là. Et donc, une fois que j'aurai défini mon problème abstrait et ce que je souhaite faire sur ce problème-là, je vous montrerai dans la foulée que le problème d'assimilation de données pour le Laplacien ou bien le problème de complétion de données pour le Laplacien, ces deux problèmes, ils se mettent naturellement sous la forme du problème abstrait. Et du coup, je pourrais leur appliquer éventuellement la méthode de reconstruction que je vais vous présenter. Alors, la méthode de reconstruction, ce sera l'objet de la partie 2. Donc, c'est une méthode basée sur de la dualité. En fait, c'est une méthode qui ne travaille qu'en dualité et on revient à la solution qui nous intéresse à la toute fin du process. Voilà, donc je vous présenterai ça. Ça peut être un peu bizarre, je trouve, la manière d'introduire le problème dual, parce que vu les contraintes que je vais mettre, le problème dual n'est pas vraiment le dual d'un problème primal comme il devrait être en pratique. Mais dans un cas particulier, il est vraiment le dual d'un problème primal, et le problème primal lui-même est lié à la régularisation de Tikhonov, en fait, le principe de Morozov appliqué à la régularisation de Tikhonov, et j'essaierai de vous faire le lien entre les deux pour vous expliquer d'où sort la fonctionnelle un peu bizarre que je vais regarder. Voilà. Et ensuite, j'essaierai de vous montrer du numérique sur ça, sur le problème vraiment spécifique de l'assimilation de données, parce que c'est lui qui fait apparaître des petits trucs un peu nouveaux par rapport à la complétion de données. Voilà. J'espère avoir eu le temps de vous présenter tout ça et que ça va vous intéresser. Alors, pour commencer, mon problème inverse abstrait. Alors, ça va être un problème inverse, linéaire, entre deux espaces de Hilbert. Donc, V et H, ça va être mes espaces de Hilbert. V, c'est l'espace dans lequel vivent mes, disons, solutions. Et H, c'est l'espace où vivent mes données. Et puis, je vais avoir un opérateur A qui va de V dans H, qui va être linéaire et continu. Et donc, ce que je vais demander, c'est deux propriétés, enfin trois en fait, mais je les écris en deux. La première, c'est que A soit injectif. Donc ça, c'est classique. En fait, ça correspond à la propriété d'identifiabilité. D'accord? Identifiabilité. Des fois, j'écris en anglais, des fois en français. Vous m'excuserez d'avance, je switch. Donc, l'identifiabilité pour le problème inverse, c'est-à-dire que
si j'ai une donnée, et si jamais une solution à mon problème, la donnée définit uniquement ma solution. Et comme mes problèmes inverses concrets, ils vont venir de problèmes d'EDP, en fait, c'est lié à des propriétés de continuation unique. Voilà. Bon, j'en parlerai pas plus que ça. C'est assez clair que les problèmes que je vais regarder, ils vérifient les propriétés de continuation unique, et donc j'ai identifiabilité. Et la deuxième propriété de mon opérateur, c'est qu'il n'est pas d'image fermée. D'accord, donc c'est la fermeture de son image, l'adhérence de son image n'est pas égale à l'image. Et il n'est pas nécessairement d'image dense dans l'espace H. Alors ça, je reviendrai sur ce premier point, c'est ça qui fait l'instabilité en fait. Le fait que l'opérateur ne soit pas d'image dense, c'est ce qui va faire l'instabilité du problème. Et classiquement, d'habitude, on suppose que l'opérateur qu'on regarde, pardon, pas le fait qu'il ne soit pas d'image dense, le fait qu'il ne soit pas d'image ferme. Mais classiquement, on suppose qu'il est d'image dense, c'est-à-dire qu'on suppose qu'en fait, sur cette deuxième inclusion, en fait, on a une égalité. Et là, on va avoir des cas, en fait, en assimilation de données, en tout cas dans le cadre que je vais regarder, ça ne va pas être le cas. Alors, ça fait des petits trucs rigolos au niveau des données qu'on va regarder. Ça fait qu'il y a des espaces entiers de données qui sont très très mauvais. Évidemment, tous ceux qui vont être orthogonaux à l'image de A. Ça apparaît, je le dis tout de suite, ça apparaît pour l'assimilation de données. En fait, ça n'apparaît pas pour la complétion de données. Pour le problème de Cauchy pour le Laplacien, en fait, l'opérateur naturel qu'on va introduire, il est d'image dense, et donc ce truc-là, c'est pas un problème. Bon, tout ceci étant dit, donc je vais avoir un opérateur A comme ça, je vais me prendre un G dans l'image de A. Donc, G étant dans l'image de A, ça veut juste dire que c'est ce que je vais appeler une donnée exacte. Donc, autrement dit, il existe une solution au problème A de x égale à G, et c'est ça mon problème inverse. Connaissant G, je vais chercher un XS solution qui va satisfaire l'équation A de XS égale à G. Voilà, donc c'est très classique. Hormis l'hypothèse là de l'image qui n'est pas dense, jusque-là, tout le reste c'est assez simple. Bon, évidemment, en fait, ce problème-là, il ne m'intéresse pas du tout. Alors, pourquoi il ne m'intéresse pas du tout? Il ne m'intéresse pas du tout parce qu'en pratique, on n'a jamais une donnée exacte. On a toujours une donnée bruitée. Alors, une donnée bruitée, c'est quoi? C'est un G delta qui, lui, au lieu de vivre dans l'image, il va juste être supposé vivre dans H. Et le G delta, ça va être ma donnée bruitée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, éventuellement, il y a une partie de mon G delta qui est très mauvais au sens où il ne correspond à aucune solution. Et comme je ne suppose pas que mon opérateur est d'image dense, c'est extrêmement probable qu'il y ait une partie qui soit même très éloignée de l'image de A. C'est pas dans l'image, mais c'est même pas dans l'adhérence. Voilà, donc ça va être ma donnée, c'est ce que j'ai vraiment en pratique, ce G delta. Et ce que je vais supposer connu aussi, c'est ce que j'appelle le niveau de bruit, c'est-à-dire le delta qui est là, c'est-à-dire l'écart entre la donnée bruitée et la donnée exacte. Et donc le vrai problème qui m'intéresse, c'est celui-là que je vais essayer de résoudre. Donc c'est simple, hein, si je connais ma donnée bruitée et si je connais mon niveau de bruit, je vais essayer de trouver un élément de mon espace de solution, x delta, qui va vérifier que quand j'applique A à x delta, ça fait à peu près g delta. Donc ça, c'est un premier point, et je vais y revenir tout de suite. Et ensuite, ce que je voudrais assurer, c'est un problème de reconstruction. Je voudrais construire un x delta qui va vérifier le premier point. Et en plus, je voudrais le construire de telle manière que je peux assurer la convergence au sens où si le niveau de bruit devient petit, eh bien, je voudrais pouvoir assurer que ce que je vais appeler ma solution régularisée, ma solution approchée x delta, je voudrais pouvoir assurer qu'elle s'approche de la solution exacte xs. Voilà. Alors, je passe juste 2 secondes, mais bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant de ça et que du coup, c'est pas la peine d'insister beaucoup. Évidemment, je ne vais surtout pas demander que A de x delta soit égal à g delta. Ça, c'est une très mauvaise idée. Alors, pourquoi c'est une très mauvaise idée? Alors, déjà, évidemment, parce que g delta, il n'est pas forcément dans l'image, donc à ce moment-là, il n'y a pas de... Il n'y a aucune chance qu'il y ait une solution. Mais même si g delta est dans l'image, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que c'est là que l'instabilité va rentrer en ligne de compte. Ce truc-là, le fait que l'image ne soit pas fermée, ça fait que
ce truc-là, là. Ça implique en fait qu'il va, pour tout delta, il va exister un G delta qui est dans l'image. Donc ça veut dire qu'il existe un X delta tel que A de X delta est égal à G delta. OK. Et tel que quoi? Tel qu'en fait, G delta moins G, plus petit que delta. Donc c'est une donnée qui vérifie ce que j'ai demandé. Là, elle n'est pas trop loin, elle est à la distance delta de mon truc. Mais par contre, quand je regarde l'écart entre X delta et X, XS, pardon, la solution exacte, ça c'est plus grand que, disons, 1 sur delta. En fait, c'est plus grand que n'importe quoi, je choisis ça a priori. D'accord? Donc on voit que même si je savais que par un hasard fabuleux, ma donnée brutée elle est dans l'image, je n'ai pas d'intérêt particulier à essayer de résoudre exactement le problème. C'est une très mauvaise idée, parce que vous voyez qu'en résolvant exactement le problème, j'ai bien une famille de données qui s'approche de G quand delta tend vers 0, et pourtant les solutions associées, elles s'éloignent arbitrairement loin de XS quand delta tend vers 0. Donc j'y reviendrai sur ce A de X delta égale à peu près G delta. En fait, ça ne va pas être une surprise. Ce que je vais lui demander, c'est de satisfaire un principe de Morozov. On verra ça en parlant. Alors en fait, je vais tout de suite complexifier un tout petit peu le problème. Je vais introduire un opérateur P qui est une projection orthogonale dans l'espace des données. Donc l'espace de données, c'est H. Donc P il va de H dans H. Il vérifie P carré égale à P. Le truc classique. Et je vais lui demander deux trucs. Je vais lui demander d'être un opérateur de projection sur un espace de dimension finie, et tel que l'image de P, c'est contenu dans l'image de mon opérateur. Alors en fait, je pourrais supposer juste que c'est contenu dans l'adhérence de l'image, mais ça sert un peu à rien en pratique, parce que souvent l'adhérence de l'image de A, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors pourquoi j'introduis ce problème P? Parce que je change mon problème maintenant. Alors vous voyez, ça ressemble beaucoup au premier problème, le problème inverse 3. Mais je rajoute une nouvelle contrainte qui est celle-là. Donc je veux toujours résoudre à peu près le problème, ça c'est ce point-là. Toujours garantir une convergence, ça c'est le troisième point. Mais en plus, je veux que la projection de A de X delta soit égale à la projection de G delta pour tout delta. Donc en quelque sorte, je veux résoudre exactement mon problème sur un sous-espace de dimension finie. C'est à peu près ça que j'essaye de faire. Alors, à quoi ça sert? Bon, c'est ce que j'ai écrit, hein. J'essaye de forcer, en fait, j'essaye d'obliger ma solution approchée à satisfaire des contraintes a priori. D'accord? Mais ce n'est pas X delta vraiment que je veux qu'il satisfasse, c'est A de X delta, c'est-à-dire l'équation, je veux qu'elle satisfasse des contraintes a priori. Et ça veut dire quoi? En fait, souvent, quand on a une donnée bruitée, typiquement, si on a un bruit, prenons un problème de complétion de données. Donc, on a des données au bord qui sont bruitées. Classiquement, on sait que le bruit, c'est plutôt un truc qui est haute fréquence. Et donc, on a tendance à dire, c'est un truc qui oscille énormément, donc on a tendance naturellement à penser que ce qui est de basse fréquence, ce qui oscille peu, c'est plutôt des bonnes données qu'on pourrait avoir envie de regarder directement, alors que ce qui est haute fréquence, on aurait plutôt envie de le balancer parce qu'on sait que là-dedans, il y a énormément de bruit, on ne peut pas lui faire confiance. Eh bien, ce P-là, il va me servir à coder ce genre d'idée. Donc, c'est ce que j'ai appelé la trustworthy part, donc la partie de la donnée bruitée dans laquelle j'ai confiance. Quelque part, ce que j'aimerais, c'est pouvoir dire que c'est raisonnable de penser que P de G delta, c'est égal à P de G. C'est une partie dans laquelle je peux penser que cette égalité est vraie. Et vous allez voir que même, des fois, je sais que c'est vrai par le problème que je regarde. Voilà, donc ça, c'est mon problème. Alors, je vais juste finir sur le problème tel que je vais me le poser vraiment. C'est le problème que j'écris en bas. Alors, je refais juste un truc. Donc, je prends ma donnée G delta, là. Et je vais la diviser en deux. Je vais la diviser en une partie qui vit dans l'adhérence de l'image de A. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé le G delta parallèle. Et une partie qui est G delta orthogonale qui, lui, elle, vit dans l'orthogonale de l'image de A. Alors évidemment, comme je vous ai dit, quand on regarde la complétion de données, l'image de l'opérateur, elle est dense. Donc, l'orthogonal, il est réduit au vecteur nul. Donc, G delta orthogonal, il est nul. Donc, ça, je vais revenir tout de suite là-dessus quand je vais vous avoir parlé de l'hypothèse A. Donc, je vais faire cette hypothèse tout le long de l'exposé. Et vous allez voir qu'elle apparaît naturellement à plusieurs endroits. Donc, l'hypothèse, c'est quoi? Alors, il y a une partie qui est classique, c'est la partie 1. Enfin, la partie 2, c'est la partie de droite, je ne sais pas comment dire. C'est cette inégalité-là. Donc, je suppose que la norme de G delta est plus grande que mon niveau de bruit. Donc, ça, c'est hyper classique. C'est en gros, je suppose que dans ma donnée bruitée,
j'ai pas que du bruit. J'ai quelque chose qui a de la valeur, j'ai quelque chose avec lequel je peux travailler, et ça se traduit, en tout cas quand on fait des méthodes déterministes pour les problèmes inverses qu'on va regarder, par cette inégalité-là. La première, elle est non classique parce que souvent, enfin jusque-là, j'avais jamais vu de problème où on se rendait compte qu'on avait ce problème d'image non dense. Mais je vais demander que la partie orthogonale de la donnée, elle soit de norme plus petite que delta. Alors, la partie orthogonale de la donnée, c'est une partie qui vit loin de l'image de A. Donc, je sais qu'elle est très mauvaise. Donc, en fait, le sens physique de ça, c'est que je ne veux pas. Donc, je veux avoir suffisamment de données, donc je veux avoir G delta assez gros, mais je ne veux pas que ce assez gros se traduise uniquement dans une partie qui est orthogonale à l'image. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des données qui ne me servent absolument à rien. Or, éventuellement, c'est très très gros et A ne le voit pas du tout. Donc, en fait, ce que je veux, c'est avoir suffisamment de données, mais avoir suffisamment peu de données qui vivent dans l'orthogonale de l'image. Donc, c'est ce que ça traduit là. Hein. Donc, ça, c'est le sens physique. Mais on va voir que mathématiquement, ça apparaît naturellement à plein d'endroits. Et donc, mon problème, le problème que je vais regarder, c'est je me donne un G delta, je me donne un niveau de bruit, je suppose que l'hypothèse A est vérifiée, et je veux trouver une solution approchée, une solution régularisée X delta, telle que, alors, c'est là que j'écris ce que ça veut dire, mon à peu près égal. En fait, je vais lui demander de satisfaire le principe de Morozov, c'est-à-dire que elle ne va pas vérifier A de X delta égale G delta, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une très mauvaise idée d'essayer d'avoir ça, mais elle va juste vérifier que l'écart entre X delta et G delta, il est du même niveau que l'écart entre G delta et la donnée qui est censée être exacte. Donc, je vais lui demander que la norme de A de X delta moins G delta soit plus petite que delta. Je vais lui demander de vérifier exactement un certain nombre de contraintes. Donc ça, c'est la projection qui va me les donner. Je veux le faire de telle manière que j'assure que quand delta tend vers 0, moins j'ai de bruit, plus je suis proche de ma donnée, de ma solution exacte, pardon. Bon, ça, c'est la convergence. Hein. Ça, c'est la convergence. Ça, c'est les contraintes. Excusez-moi, j'écris très mal. Évidemment, je vais le faire de manière stable, hein, je veux que ça régularise, c'est pour ça que j'appelle ça une donnée régularisée, une solution régularisée. Et enfin, je veux le faire sans paramètre de régularisation, sans. D'accord. Donc, je ne veux pas introduire un paramètre de régularisation que j'aurai à fixer a posteriori. Donc, ça fait beaucoup de choses. Donc, je vais vous proposer une méthode pour faire tout ça. Enfin, j'espère. Alors, avant de vous parler de la méthode... le problème mathématique qu'on va mettre en place et l'algorithme qui va en découler. Juste pour vous montrer que il y a bien des cas où on est exactement dans les hypothèses qu'on regarde. Donc le cas en fait le plus simple, c'est un problème d'assimilation de données pour une équation de Laplace. Donc en fait, vous vous donnez un ouvert oméga. Voilà, j'ai un ouvert oméga. Dedans, vous prenez un autre petit ouvert oméga. Bon, éventuellement plusieurs, hein, il n'y a pas de raison qu'il soit connexe, l'ouvert petit oméga. L'ouvert grand oméga, je vais supposer qu'il est connexe norme. Et puis, je me donne une donnée, f delta, qui va vivre a priori dans L2 du petit oméga, et mon objectif, c'est de trouver une solution UH1 au problème que j'ai noté DA pour Data Assimilation. Donc, c'est une fonction qui va être à Laplacien nul dans grand oméga, et qui, sur petit oméga, vaut f delta. Alors, rien qu'en l'écrivant comme ça, on voit tout de suite que c'est mal posé, parce que comme on cherche UH1, la restriction de U à petit oméga, c'est aussi H1. Or, la donnée, elle est juste L2, donc éventuellement, elle n'est pas H1. Donc, on voit bien que tout un tas de cas où ça ne va pas marcher. Ça fait quand même sens de demander qu'elle soit juste L2, parce que justement, comme il va y avoir du bruit sur ma donnée, ce n'est pas sûr qu'elle soit très régulière, ma donnée. Même juste H1, ce n'est pas évident. OK. Alors, comment est-ce que je réécris ça sous la forme du problème abstrait dont c'est quoi mon opérateur A? Alors, en fait, il y a plein de manières de réécrire le problème pour que ça fitte dans le cadre que je vous ai raconté au début. Là. Donc là, je vais adopter un point de vue qui, en fait, a été formalisé par Laurent Bourgeois et Arnaud Recoquillé dans un article en 2018, qui lui-même venait d'un article précédent de Laurent. Et donc, ça, vous allez voir, c'est un peu bizarre, cette manière de reformuler le problème. Je vais vous l'introduire, après je vous expliquerai à quoi elle sert en pratique. Donc, je vais introduire non pas un, mais deux opérateurs. Alors, je vais commencer par le second, là, l'opérateur C, celui-là. Alors, celui-là, il est très simple, c'est l'opérateur de mesure. En fait, c'est l'opérateur qui a une fonction de H1 associe la fonction sur petit oméga. Okay. Ça, c'est hyper simple. Hein. Donc, essentiellement, quand je vais vouloir résoudre le problème d'assimilation de données, je vais demander que C de U vale F delta.
Et alors le premier, alors il est un peu, alors lui est plus bizarre, c'est un opérateur B qui va prendre une fonction de H1 et va lui associer une fonction de H10. Donc la fonction de H10, ça va être lambda. Et lambda, elle est définie à travers ce problème variationnel. Donc ça met bien une unique solution, hein, puisque ça doit être vérifié pour tout mu dans H10 et par point carré. Lambda existe et est unique, et B, du coup, est un opérateur linéaire continu. Ok, bon, en fait, ce B, il va traduire que la condition Laplacien de U est égal à 0, mais de manière faible. Je vous expliquerai après pourquoi. Et A, bah, c'est juste l'opérateur qui a U associe B de U et C de U. Donc, du coup, ce qui jouait le rôle de V de manière abstraite, en fait, ici, c'est H1. Et ce qui joue le rôle de H, c'est ce produit-là. C'est H10 d'oméga croix L2 de petit oméga. Alors, c'est facile de voir que, en fait, on peut réécrire de manière équivalente le problème d'assimilation de données de la manière suivante. On cherche un U dans H1 tel que A de U égale un G delta, où G delta, c'est tout simplement 0 F delta. Alors, le F delta, il est évident. Rappelez-vous, la deuxième partie de A, c'est l'opérateur C. C'est l'opérateur qui a U associe U dans H1 de grand oméga associe U sur petit oméga. Donc évidemment, vous voyez ce que je veux faire, je veux juste traduire ça. Ça va. Et l'autre partie, je vais demander, vous voyez, que B de U vaille 0, donc ça veut dire que le lambda qui est là, il est nul. Autrement dit, je veux que U satisfasse que ça, c'est égal à 0, quel que soit mu dans H10. Et en fait, ça, c'est évidemment, c'est la formulation faible de cette condition-là, Laplacien de U égale 0. Donc en fait, c'est vraiment équivalent, ça c'est facile. Alors, donc là, j'ai mis en cadre l'opérateur, j'ai mis en place l'opérateur A. D'accord? Donc c'est un opérateur qui est bien injectif grâce à la continuation unique, ça c'est assez facile à voir. C'est un opérateur qui n'est pas surjectif, ça c'est facile à voir aussi, qui n'est pas d'image fermée, ça c'est un peu moins facile, mais bon, c'est pas très compliqué. Mais alors ce qu'il a de rigolo, c'est que c'est effectivement un opérateur qui n'est non seulement pas d'image fermée, mais en plus il a un orthogonal de l'image qui est non vide. En fait, il est même plein de trucs, parce qu'en fait, tout couple mu h qui est dans H20 de petit oméga croix L2 de petit oméga, et qui vérifie Laplacien de mu égale à h, donc en fait, je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit comme ça, c'est juste écrire que c'est mu Laplacien mu, hein. Voilà. Ben, c'est dans l'orthogonale de l'image de A. Alors évidemment ici, il faut bien comprendre ce que je veux dire par H20 de petit oméga. A priori, la première partie, elle est dans H10 de grand oméga, donc tout ce que vous faites après, c'est que vous étendez par 0 dans tout ce qui manque, là, dans grand oméga privé de petit oméga, et ça vous fera le job. Alors pourquoi c'est vrai? Bah, c'est facile, il suffit de regarder qu'est-ce que ça veut dire. En fait, si vous dites que mu h est dans l'orthogonale de l'image de A, en fait, c'est équivalent à dire que pour tout U dans H1, eh ben, A de U contre U et H, c'est nul. Et en fait, si vous regardez comment ça se traduit, ça vous dit juste que l'intégrale de gradient U scalaire gradient mu dx plus l'intégrale sur petit oméga de U H dx, c'est nul. Et ça, c'est vrai, quel que soit U dans H1 de oméga. Et en fait, une fois que vous avez fait ça, ben, c'est pas compliqué de voir qu'en fait, ça veut dire que le Laplacien de mu, c'est H fois l'indicatrice de petit oméga. Donc essentiellement, le Laplacien de mu, il est nul en dehors de petit oméga. Et en fait, ça vous dit aussi que mu, la dérivée normale de mu est nulle sur le bord de grand oméga. D'accord? Et une fois que vous avez ça, vous savez qu'en plus, mu, il est par hypothèse dans H10, donc mu, il est nul sur le bord de oméga. Et là, ben, vous avez un principe de continuation unique. Si vous vérifiez ces trois trucs en même temps, ça vous implique que mu, il est nul sur oméga privé de petit oméga. Et après, après c'est un peu de régularité elliptique et ça vous donne le résultat. L'important, c'est de constater qu'en fait, il y a énormément de trucs dans l'orthogonale de l'image. Donc, quand je prends une donnée, même exacte, qui est dans l'image de A, et que je la bruite,
il est probable que j'ai des machins qui apparaissent qui vont être très très éloignés de l'image de A. Et donc, je vais avoir un G delta perpendiculaire qui va éventuellement m'embêter. Alors, ah oui, alors, une remarque tout de suite, parce que moi, c'était la première idée que j'avais quand je faisais ça, c'est de se dire, bah, est-ce que je peux pas juste, sachant que je sais caractériser l'orthogonale de l'image, est-ce que je peux pas juste calculer la projection de ma donnée, enfin, la projection de la donnée sur l'orthogonale, c'est-à-dire précisément G delta perpendiculaire, et après l'enlever. Comme ça, ben, le problème a disparu, j'ai plus qu'une donnée qui est au moins dans l'adhérence de A, et je n'ai pas besoin de me soucier de ce truc-là. Alors en fait, on peut, c'est pas compliqué, hein. Si vous prenez un G delta quelconque, et que voilà, vous le décomposez en partie parallèle, partie perpendiculaire, et ben vous savez exactement caractériser la partie perpendiculaire en fait. En fait, elle est donnée par un problème variationnel, donc ça c'est cool. C'est cool, sauf que si vous regardez ce qui se passe ici, là, et ici, là aussi, vous voyez qu'en fait c'est un problème d'ordre 4. Et donc numériquement c'est pénible. Numériquement, c'est pénible, mais c'est faisable. Alors, je vous l'écris parce que je vais l'utiliser une fois dans l'exposé, ça, une seule fois. Mais c'est vraiment pénible parce qu'il faut des éléments finis. Enfin, je vais faire des éléments finis, il faut des éléments finis qui s'adaptent à de l'ordre 4. C'est pas forcément facile à mettre en place, etc. Donc, et en plus, une autre raison pour laquelle c'est... Ah, il y a une question peut-être? Non? Ah, j'ai écrit. Alors, je veux dire, oui, une autre raison pour laquelle c'est pénible, et je vais y venir tout de suite, c'est qu'en fait, vous pouvez faire exactement la même chose pour le même problème où vous remplacez le Laplacien par l'équation de la chaleur. Tout va fonctionner pareil. Vous mettez dtu moins Laplacien u égale à 0. Vous prenez une donnée sur petit oméga croix votre intervalle de temps quand même. Et vous introduisez, alors ce n'est pas les mêmes opérateurs, mais c'est grosso modo la même chose. Et vous allez voir que ça vérifie la même chose. C'est pas d'image. Il y a un orthogonal qui est éventuellement gros. Et vous pouvez dire, c'est pas grave, je vais enlever la partie orthogonale de la donnée, mais si vous faites ça, à la place des Laplaciens, là, dans le problème que qui est écrit dans la proposition, vous allez avoir des dt moins Laplaciens. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un problème d'ordre 2 en temps et d'ordre 4 en espace, et puis vous allez devoir le résoudre en espace et en temps. Donc là, ça devient énorme. À mon avis, ça devient un peu illusoire de faire ça efficacement. Donc du coup, on ne va pas faire ça, on va garder la donnée telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'on va garder le G delta, et on va travailler directement avec tout le G delta. Et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors, un autre exemple de problème, c'est le problème de complétion de données. Bon, lui, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Donc, c'est un peu la même chose. J'ai un domaine oméga. Et cette fois-ci, je divise son bord en deux parties. Donc, ici, j'ai gamma. Ici, j'ai un gamma tilde de parties complémentaires. Et le problème de complétion de données, je me donne une donnée. Alors, ce n'est pas le plus générique, mais c'est juste pour simplifier dans l'exposé. Je me donne une donnée f delta qui vit juste sur petit gamma, sur gamma, pardon, qui est dans L2 petit gamma, et je vais chercher une fonction H1 qui va être harmonique dans oméga, de dériva normale nulle sur gamma, et qui est égale à ma donnée sur gamma. Donc, c'est le problème de Cauchy pour l'opérateur de Laplace. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'abstract framework, on s'en fiche un peu, on peut faire essentiellement la même chose. C'est-à-dire qu'on peut retraduire ça sous la forme d'un opérateur A, d'un côté, qui se divise en deux parties, une partie qui va en gros coder la partie EDP et une partie C qui va coder la donnée. Et puis, c'est tout ce que je voulais dire sur ce slide. Et après, on réécrit ça. Donc, on est de nouveau back dans le cadre abstrait. Hein, ça s'écrit bien A de U égale G delta pour une certaine donnée G delta. Mais, alors, c'est le propre du problème de complétion de données. Dans ce cas-là, en fait, l'opérateur est d'image dense, en fait. Et donc, l'orthogonale de l'image est réduite à la donnée 0, 0. Alors ça, c'est bien expliqué dans plein d'endroits, mais j'aime bien l'article de Fakar Ben Belkacem de 2007 qui s'appelle « Why is the Cauchy problem severely posed ?» où il montre, entre autres, des trucs comme ça. Alors, ce n'est pas exactement le même opérateur, lui, il le voit sous la forme d'un problème de Steklov Poincaré, mais en fait, ça fonctionne pareil. Et il y a tout un tas de trucs, il parle de l'instabilité, voilà, le problème, il est instable, l'opérateur A, il n'est pas d'image fermée, mais par contre, il est d'image dense. Alors, ce qui est curieux, c'est que si vous regardez ça d'un point de vue problème inverse,
En termes d'identifiabilité, il n'y a pas de différence entre la complétion de données et l'assimilation de données. Les deux viennent de la continuation unique pour le Laplacien. Si vous regardez en termes de stabilité, il n'y a pas de différence non plus. Essentiellement, vous avez une stabilité logarithmique de vos problèmes, et ça, vous l'obtenez par des Karlmann qui sont très similaires l'un à l'autre. Donc, en fait, quand on regarde sous ces aspects-là, on a l'impression qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Et pourtant, quand on regarde sous l'aspect Morozov, c'est Morozov qui nécessite de regarder ces histoires d'images de l'opérateur, eh bien, il y a une différence assez forte entre les deux. C'est assez curieux, je ne l'avais pas vu venir, je dois dire. Voilà. Et puis ça apparaît nulle part, c'est assez bizarre. En tout cas, on l'a trouvé nulle part, cette histoire. Alors vous allez voir, ça va jouer un rôle. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Alors, un slide d'un petit peu d'état de l'art, alors qui n'est absolument pas exhaustif, il n'a pas vocation à l'être, parce qu'il y a énormément de travaux là-dessus. Alors déjà, je ne vous parle que de méthodes de reconstruction. Donc je viens de mentionner les histoires de stabilité et de Karlmannerie associée aux stabilités. C'est hyper intéressant, mais ce n'est pas vraiment ce que je vais essayer de faire, donc je le passe sous silence là. Et puis même si je ne parle que de méthodes qui est reconstruction, c'est-à-dire qui cherchent à trouver une solution régularisée au problème, ce n'est pas du tout exhaustif. Voilà. Donc je vous cite tout un tas de méthodes qui sont utilisées et qui marchent très bien. Hein. Je les aime bien tous. D'abord pour la complétion de données, alors des équations de surface, des équations intégrales de surface, de la régulation de Lagrangief, des éléments finis, toutes les stratégies Convogelius, tout ce qui est méthode de quasi-réversibilité, des méthodes 2D basées sur analyse complexe, voilà. Et puis chaque fois je vous donne des articles qui sont typiques des méthodes utilisées. Alors souvent c'est les premiers qui les ont utilisés. Hein. Alors là en plus je ne parle que appliqué exactement au problème de compilation de données que je vous ai montré, c'est-à-dire pour le Laplacien avec des données au bord. Par exemple, tout ce qui est stratégie de Convogelius, ça a été généralisé et en particulier, il y a beaucoup de gens du LAMSIN qui ont travaillé là-dessus. Tu as tout un tas de problèmes et ça fonctionne super bien pour des équations de type complétion de données, pour des équations paraboliques, des équations hyperboliques, pour des mécaniques des fluides. Enfin, donc voilà, donc ça n'a pas du tout vocation exhaustive. J'ai essayé de citer des articles qui me semblaient être des articles vraiment caractéristiques de comment on utilise la méthode et que je trouve personnellement bien écrit aussi. Et il y a aussi la méthode de régularisation évanescente, qui est le dernier point que je cite. Alors là, je ne cite pas un article, c'est une thèse récente de Laetitia Caillé, qu'elle a fait sous la direction de Franck Delvar. Et elle est très bien, la thèse. Et en plus, c'est vachement bien, parce que comme elle est récente, si vous allez voir la thèse, vous aurez une bibliographie bien meilleure, bien plus exhaustive sur le sujet que tout ce que je raconte sur ce slide-là. Alors, pour l'assimilation de données, il y a moins de choses. En fait, il y a énormément de trucs, mais pas trop pour le problème que je vous présente. Donc, c'est pour ça que la liste est beaucoup plus courte. Il y a quand même des méthodes d'éléments finis stabilisés qui... Donc ça, c'est des méthodes développées beaucoup par Eric Burman, Laureox Sarnen, avec Larsson et d'autres. Qui ont beaucoup, d'un point de vue numérique, ont beaucoup de similitudes avec ce dont je vais vous parler après. Et sinon, pour une introduction vachement intéressante sur les problèmes d'assimilation de données en général, je vous invite à regarder l'introduction de l'article de Nicolas Hay, Alexandre et Philippe de 2015. C'est très bien. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout exhaustif, il y a beaucoup de méthodes. Ok, bon. Alors, comment je vais essayer de résoudre mon problème inverse, c'est-à-dire, je vous rappelle ce que c'est, hein, donc j'ai mon problème inverse abstrait, j'ai mon opérateur A, injectif mais pas surjectif, même pas d'image dense et d'image non fermée. Et puis j'ai mon opérateur, ma projection orthogonale, et donc je veux, à partir d'une donnée bruitée et d'un niveau de bruit connu, sous l'hypothèse A qui est que la partie orthogonale à l'image de A de ma donnée est plus petite et de norme plus petite que delta, et que ma donnée globale, elle, est de norme plus grande que delta, je vais trouver un x delta qui satisfait ces trois propriétés, et je ne veux pas ajouter de paramètres de régularisation. Alors pourquoi je ne veux pas ajouter de paramètres de régularisation? Parce que si j'ajoute un paramètre de régularisation, il faudra un moment que j'arrive à le fixer. Et ça, c'est toujours pénible, donc si je peux m'en passer, je m'en passe. Alors, comment je vais faire ça? Je vais faire ça comme ça. Donc, je vais m'intéresser à un problème de minimisation. D'accord?
d'une certaine fonctionnelle qui est écrite juste au-dessus. Alors, elle s'appelle GP delta, mais en fait, je vais l'appeler juste grand G, parce que sinon, ça va être horrible. Et je dis que c'est un problème d'optimisation duale. Alors, pourquoi c'est un problème d'optimisation duale? Parce qu'en fait, vous voyez que la fonction G, ce qu'elle prend en argument, c'est des éléments qui vivent dans grand H. Autrement dit, c'est des données. Donc, en fait, c'est un problème posé dans l'espace des données. Il n'est pas posé dans l'espace des solutions. On reviendra dans l'espace des solutions après. Alors, je le pose comme ça, le problème. C'est un peu brutal. On ne voit pas forcément d'où ça sort. On voit qu'il y a un lien, parce qu'on voit qu'il y a plein de choses qui apparaissent. On voit apparaître ici l'adjoint de mon opérateur A étoile. On voit apparaître là mon projecteur P. On voit apparaître ici mon niveau de bruit delta, et on voit apparaître là ma donnée bruitée. Donc j'ai toutes les données du problème qui apparaissent, et que ça. Vous voyez qu'il n'y a pas de paramètres en plus. Okay. Et donc, cette fonctionnelle-là, qui a une tête pas forcément extrêmement sympathique, mais dont on peut déjà dire clairement qu'elle est convexe et aussi qu'elle est continue, déjà ça, je vais essayer de la minimiser sur tout l'espace de mes données. Donc, c'est un problème, mon problème P, là, mon problème d'optimisation, c'est un problème d'optimisation, de minimisation sans contrainte. Alors, avant de rentrer dans les détails, d'où ça sort cette fonctionnelle? Alors, ça sort de ça sort d'une décennie de travaux là-dessus. Donc, cette fonctionnelle, vous l'avez sans doute déjà vu apparaître, en particulier si vous regardez les problèmes de contrôle, elle apparaît assez souvent en dualité en contrôle. On s'y était intéressé, alors Laurent s'y était intéressé d'abord, puis après on s'y était intéressé tous les deux dans un second article, c'est les deux premiers là, donc je vous cite, en lien avec en lien avec la quasi-réversibilité, dans l'objectif de fixer le paramètre de régularisation de la quasi-réversibilité en fonction d'un niveau de bruit donné. Et elle apparaissait naturellement en dualité, en fait. Elle apparaissait sans le P. C'était exactement cette fonctionnelle-là, sans l'opérateur de projection. Et ça marche bien. Alors, je vais essayer de vous expliquer à la fin le lien entre les deux. Mais là, je vais le faire sans lien entre les deux, parce que posé comme ça, il n'y a pas de lien, en fait. Comme je vous disais, il n'y a pas de problème primal clair à ce problème dual. Et donc, ça marchait bien. Et en 2020, en fait, j'ai assisté à un exposé de Sylvain Hervé Dosa, au sein d'un groupe de travail à Toulouse. Et Sylvain, dans cet exposé, il nous a présenté, en fait, il regardait un problème de contrôle, de contrôle approché pour une équation parabolique, où, en fait, il cherchait à construire un contrôle tel que, la trajectoire satisfasse un certain nombre de conditions, mais surtout, c'était du contrôle approché, donc il ne voulait pas atteindre l'état final exactement, il voulait atteindre à peu près l'état final, mais il voulait atteindre exactement l'état final sur un sous-espace de dimension finie. Donc là, il y a un lien avec ce que je vous raconte. Et pour faire ça, en fait, il nous a présenté une fonctionnelle qui a exactement la tête de la fonctionnelle G avec le P. Et donc, quand j'ai vu cet exposé, je me suis dit, en fait, ça doit pouvoir être utilisé aussi en problème inverse, ça, pour faire exactement ce que je vais vous présenter, c'est-à-dire essayer d'avoir une solution approchée d'un problème et qui satisfait exactement les contraintes sur un sous-espace. Et ça, on l'a testé avec Fabien Commet en 2020. Alors, cet article, c'est pour la complétion de données par Convogelius, en fait. Voilà, on écrit Convogelius de manière abstraite avec l'opérateur A. Alors, c'est pas comme je vous ai présenté là, c'est différemment, mais ça marche aussi. Et puis voilà, en 2022, on a généralisé ça pour l'assimilation de données. Donc, comme je vous l'ai dit, pour la complétion de données, comme l'opérateur est d'image dense, en fait, tous les problèmes de G orthogonal et tout ça, ça disparaît, on n'avait pas vu ça. Donc, c'est quand on s'est intéressé à ça avec Laurent Bourgeois qu'on a regénéralisé un petit peu plus. Mais donc, on la pose comme ça parce qu'on sait que ça va marcher. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette fonctionnelle? Elle est convexe, elle est continue, et elle est coercive. Donc, coercive, ça veut dire infini à l'infini. Si et seulement si la partie orthogonale de la donnée a bien une norme plus petite que delta. Donc, c'est là qu'on voit apparaître l'hypothèse A. Et elle apparaît naturellement. Et donc, la conséquence immédiate de ça, c'est qu'en fait, si jamais la partie orthogonale de la donnée bruitée est de norme plus petite que delta, il y a au moins un minimiseur. Vous n'avez pas unicité, mais vous avez existence des minimiseurs. On verra à quoi ça sert après. Alors, je voudrais vous expliquer
où apparaît naturellement la condition, celle-là en fait. Juste cette partie-là, c'est coercif si et seulement si cette condition est vérifiée. Alors en fait, il y a essentiellement 3 cas. Il y en a 2 qui sont très simples. C'est si la condition n'est pas vérifiée. Alors elle peut être vérifiée de 2 manières différentes. On pourra avoir que la norme de la partie orthogonale est exactement égale à delta. Alors si vous avez ça, en fait, pour tout alpha, vous pouvez calculer, pour tout alpha positif, pardon, vous pouvez calculer G alpha, G, voilà, la valeur de la fonctionnelle en ce truc-là, mais en fait, ça fait 0. Donc là, coercif, ça veut dire, je répète, que la limite, quand vous avez une donnée dont la norme tend vers l'infini de votre fonctionnel G appliqué en Q, c'est l'infini. Okay. Donc autrement dit, vous assurez qu'elle a une tête un peu comme ça, votre fonctionnel. Ce n'est pas le cas si la donnée brutée ne vérifie pas l'hypothèse. Donc si vous avez delta, en fait, c'est nul, donc évidemment, ça ne va pas marcher. Si vous êtes dans norme strictement plus grande que delta, c'est pire, parce que dans ce cas-là, pour tout alpha strictement... la limite, quand alpha tend vers l'infini de la même chose, c'est moins l'infini. Donc là, clairement, c'est mort. Et alors, si votre donnée, par contre, elle vérifie bien l'hypothèse que vous voulez, c'est-à-dire que la partie orthogonale est plus petite que delta, alors en fait, c'est un raisonnement par contradiction qui vous donne le résultat. Alors, je ne vais pas vous le faire, il est un peu long, il y a plein d'étapes, il n'est pas très compliqué, hein, il est un peu long. Mais surtout, je vais vous montrer où apparaît. En fait, à un moment, vous allez avoir une inégalité de ce type-là dans la preuve. Je ne vais pas vous dire qui sont les gars qui apparaissent. Vous allez avoir un certain Z. Et vous allez avoir que ça, c'est plus petit que... Voilà. La norme de G delta. La norme de identité moins P. Vous allez réussir à montrer un truc comme ça pour un certain Z. Et c'est là qu'apparaît l'hypothèse, parce que si vous montrez une inégalité comme ça, et que vous avez ça, en fait, vous voyez que ça implique immédiatement que identité moins P de Z, c'est nul. Et donc, que Z est dans l'image de P. Et donc, grâce à mon hypothèse de débat, qu'il est dans l'image de A. Or, avant ça, vous allez avoir montré que Z, le même Z, alors je ne vous dis pas qu'il est Z, mais vous allez avoir montré que Z, il est dans l'orthogonale de l'image de A, pour une autre raison. Et donc les deux en même temps, ça va vous dire que Z est nul. Et c'est de là que va venir la contradiction, du fait qu'en fait le Z que vous obtenez, en fait, on l'obtient à la limite d'une certaine suite qui est construite en niant le caractère coercif de la fonctionnelle, mais vous allez obtenir que Z est nul, et pour l'obtenir, vous allez effectivement utiliser l'hypothèse. Donc elle apparaît naturellement en fait. Et même la première fois qu'on a écrit cette démonstration, on n'avait pas encore écrit l'hypothèse A, elle est apparue a posteriori. Même si elle fait sens physiquement, on comprend ce qu'elle veut dire, elle est apparue comme un sous-produit de cette preuve-là, en fait. On va la voir apparaître après. Alors, donc j'ai des minimiseurs à ma fonctionnelle, mais ça ne me donne pas des solutions régularisées. Alors ce que je fais, c'est que je prends un minimiseur, un d'entre eux, je sais qu'il en existe, et puis je vais définir un x delta, qui est juste A étoile de P delta. D'accord? Bon, je prends un minimiseur, je vais l'appeler avec l'adjoint, je reviens dans l'espace des solutions et j'appelle ça x delta. Alors il se trouve que dès que je fais ça, le x delta, il va satisfaire ça et ça. C'est-à-dire que gratos, il vérifie les deux contraintes que je voulais. Alors, je n'ai pas encore convergence, hein, ce n'est pas forcément une bonne idée, hein, pas forcément... mais en tout cas, il vérifie le critère de Morozov et il vérifie que la projection, là, j'ai égalité sur les projections. Alors d'où ça vient ça? Ça vient de l'aire Lagrange. Donc en fait, vous regardez, vous prenez un minimiseur et vous regardez ce qui se passe au niveau de la différentielle, vous dites que la différentielle de votre fonctionnel est nulle en le minimiseur en question, et vous regardez ce que ça sort. Et ce que ça vous sort, c'est que, alors je vais essayer de le faire, que le P delta, il va vérifier A star de P delta plus
delta, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué, identité moins P carré de P delta sur la norme de identité moins P de P delta, c'est égal à G delta. D'accord, ça c'est juste l'équation de Laire-Lagrange au minimum. Bon. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que parce que P c'est une projection, identité moins P au carré, c'est identité moins P. Donc en fait, vous vérifiez ça. Et la deuxième chose qu'on peut dire, ben, le A étoile P delta, c'est précisément ce que j'ai appelé X delta. Donc en fait, X delta, il vérifie quoi en fait? X delta, il vérifie A de X delta. Je vais échanger les positions de G delta et du terme un peu moche là, parce que ça me donne, et ça me donne que A de X delta moins G delta, c'est alors moins delta, identité moins P de P delta sur la norme de identité moins P de P delta. Et vous voyez que du coup, ben, c'est bon. Parce que clairement, le terme à droite, il est exactement de norme delta. Donc ça veut dire que A de X delta moins G delta, en fait, ce n'est pas inférieur ou égal à delta, c'est égal à delta en norme. Et si je prends la projection de chaque côté des termes, et bien clairement, la projection du terme de droite, là, par P, ben, ça fait 0, parce que P est un projecteur orthogonal. Donc c'est gratuit. Alors c'est gagné, mais évidemment, c'est faux, ce que je viens d'écrire. Enfin, c'est faux. Ça n'est vrai que si P delta n'est pas dans l'image de P, de mon projecteur. Parce que sinon, là, je divise par 0. En fait, la fonction, elle n'est pas différenciable au point, dans l'image de P. Mais en fait, ce n'est pas grave parce qu'elle n'est pas différenciable, mais on sait calculer son sous-différentiel, en fait, partout. Et donc, en utilisant qu'au minimum 0 est dans le sous-différentiel, en fait, on obtient les mêmes résultats, ce que je vous ai écrit là-dessus. Ça n'a pas exactement la même tête, mais donc, en fait, on passe par un calcul. Ah, excusez-moi. Hop, j'en étais là. On passe par un calcul de sous-différentiel si P delta est dans l'image et on obtient le même résultat. Et c'est là qu'apparaît le inférieur ou égal à delta, parce qu'on ne peut pas garantir qu'on a égalité si jamais on est à un point, le minimum est atteint dans l'image de P. Ce qui, a priori, est possible. Je ne vois pas trop pourquoi ça s'appelle. Mais voilà. Alors, est-ce qu'on peut garantir convergence? La réponse est oui, en fait. Et donc, bah, j'ai fini. Donc, j'introduis juste pour ce slide-là l'espace MP. Donc, en fait, c'est l'espace de toutes les fonctions qui satisfont mes deux premières contraintes que j'aimerais vérifier, c'est-à-dire, elles vérifient le critère de Morozov et puis elles ont leur l'égalité sur les projections. Et du coup, le X delta que je viens de construire, il est dans MP, hein, c'est ce que je viens de dire. Et il est assez facile de voir que si je prends un X quelconque dans MP qui n'est pas dans X delta, alors en fait, sa norme est strictement plus grande que celle de X delta. Ça veut dire qu'en fait, X delta, il minimise la norme sur l'espace MP. Or, l'espace MP, c'est clairement un espace convexe. Et donc, quand on minimise une norme sur un espace convexe, en fait, il existe un minimum, mais il en existe un unique. Alors ça me permet de dire déjà un truc. D'accord? A priori, là, quand j'ai fait ça, j'ai pris un minimum de ma fonctionnelle G, et à celui-là, je lui associe une solution approchée X delta. Si je change de minimum de ma fonctionnelle G, ça pourrait m'associer un autre minimum, une autre fonction. En fait, non. Quel que soit le minimum P delta que je choisis de G, en fait, quand je fais A étoile de P delta, je tombe toujours sur la même solution, la même fonction. Et cette fonction, c'est le X delta. Il n'y en a qu'une, en fait. Donc, en fait, je construis toujours la même solution régularisée, c'est ce que je suis en train de dire. D'accord, donc ça, c'est le dernier point. Et alors, le truc, c'est que si en plus la solution exacte est dans MP, alors j'ai bien convergence. Et donc, j'ai gagné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire XS est dans MP? Bah, XS, elle vérifie toujours ça. Hein. Parce que ça, c'est G. D'accord, XS, c'est ma solution exacte. Donc, la question, c'est est-ce qu'elle vérifie ça? Et comme ça, c'est G, en fait, on voit apparaître le truc que je vous ai dit au début,
Ça dépend comment j'ai choisi mon opérateur P. Si je l'ai bien choisi, je peux espérer que ça va vraiment satisfaire ça. OK. Donc, au final, ce que j'ai cherché à faire, c'est minimiser la fonction. Alors, le lien avec Tikhonov. Alors, je vois que j'ai plus beaucoup de temps. Je ne sais pas si je vais vous le faire. Bon, je vais le faire très rapidement, mais sans rentrer dans les détails de preuve. Donc, le lien avec Tikhonov, je ne sais le faire que si je considère le cas où ma projection est nulle, c'est-à-dire que je ne mets pas de contrainte de projection. Donc, je regarde le même problème et je vais faire une régularisation de Tikhonov. Alors, ce coup-ci, j'ai un paramètre de régularisation epsilon, et Tikhonov, vous le connaissez, il y a plein de manières différentes de l'écrire, donc ça, c'est la manière classique. Donc, ce qui va être ma solution approchée x epsilon, ça va être le minimiseur de cette fonctionnelle-là. Donc, on a l'écart à la donnée plus une régularisation sur la norme, classique. Ou bien, on peut regarder l'équation de Lagrange associée, donc ça, c'est ce que j'appelle, moi, la formulation QR du problème. Ou bien, on peut regarder la formulation opérateur. Mais en fait, dans les trois cas, il existe un unique x epsilon qui satisfait ce problème-là. Et alors, si on veut, la question, c'est comment fixer le paramètre de régularisation epsilon quand je sais que ma donnée est bruitée et que je connais le niveau de bruit. Alors, le truc classique, c'est de le faire avec du Morozov. D'accord ? Et là, vous voyez réapparaître l'hypothèse A. Donc, si ma solution vérifie la même hypothèse qu'avant, eh ben, il existe un unique paramètre de régularisation epsilon delta pour ma régularisation de Tikhonov, tel que ce qu'on appelle le résidu, c'est-à-dire l'écart entre ma solution approchée, régularisée et G delta, vaut exactement delta. Et la preuve est hyper simple, en fait. C'est juste, en fait, il suffit de regarder le dessin que j'ai fait. Ça, c'est exactement le résidu en fonction de epsilon. Et en fait, on voit que le résidu, c'est une fonction strictement croissante et on peut le montrer. Sa limite ici, c'est exactement la norme de G, delta. Et sa limite en 0, sa limite de l'autre côté, c'est exactement la norme de la partie orthogonale, en fait. Toujours. Peu importe que votre donnée soit admissible ou pas. Et donc, évidemment, quand vous voyez ça, si vous vérifiez A, bah, il y a un seul epsilon tel que le résidu, ça vaut exactement delta. Alors la question c'est, ok, il existe, mais comment on le calcule? Ben, en fait, c'est simple. Le epsilon, il vous est duré directement par le problème de minimisation duale que je viens de vous présenter. En fait, ce epsilon delta, il vaut delta sur la norme de P delta. Et la solution Morozov, pardon, la solution de Tikhonov x epsilon delta correspondante, c'est exactement le x delta que je viens de définir. Donc en fait, cette méthode, c'est aussi une méthode pour choisir le paramètre de régularisation. Quand vous faites du Tikhonov et que vous voulez appliquer le principe de Morozov, ben, vous pouvez calculer le epsilon delta par dualité. Voilà, et c'est tout ce que je voulais dire d'un point de vue théorique. Donc maintenant, ben, dans le temps qui me reste, je vais juste vous parler un petit peu d'application numérique. Donc là, je vous rappelle le problème concret que je veux résoudre. Hein. Donc c'est mon problème d'assimilation de données. J'ai mon domaine oméga. J'ai une petite portion du domaine petit oméga. Je cherche une fonction U qui va être à Laplacien nul dans grand oméga et qui, sur petit oméga, vaut ce qui viendrait d'une mesure de la solution sur petit oméga. Alors j'avais remis un cadre abstrait. Bon, okay. Et puis j'avais introduit cet opérateur-là, donc c'est lui qui va apparaître, c'est son dual qui va apparaître dans le problème de minimisation. Ah oui, le choix de P. Donc, je vous ai dit, on peut rajouter des contraintes en dimension. Enfin, on peut rajouter un projecteur sur un espace de dimension finie pour ajouter des contraintes, mais encore faut-il avoir des trucs intelligents à faire. Alors un truc qui peut être intelligent, c'est le suivant. Je vais écrire comme mon P. Alors mon P, il vit dans l'espace de mes données. Ici, mon espace de données, c'est lambda f. Et en fait, dans mon processus, là, quand je vais calculer ma solution approchée x delta, ma solution approchée, elle ne va pas être exactement égale à ma donnée bruitée sur petit oméga. Ça, c'est bien. On sait que ce n'est pas une bonne idée. Mais il se trouve qu'elle ne va pas non plus exactement être harmonique. En fait, elle va être harmonique à delta près. Et ça, on pourrait se dire que c'est moins bien parce que je sais que la solution exacte, lui, dans mon problème, elle est harmonique. Là, j'ai pas de doute là-dessus. Donc, quelque part, je construis une approximation non harmonique d'une solution dont je sais qu'elle est harmonique. Alors, on peut utiliser P pour, quelque part, forcer l'harmonicité sur un sous-espace de dimension finie. Comment je fais? Juste, par exemple, je prends une famille de... Je prends les fonctions propres et les valeurs propres du Laplacien Dirichlet, et je définis P1 comme étant la projection orthogonale sur
un nombre fini de ces valeurs propres, phi 0 jusqu'à phi n. Et si je fais ça, en fait, et que je fais mon processus d'optimisation, à la fin, ma solution approchée U delta, ce qu'elle va satisfaire, c'est que le Laplacien de U delta, quand je le teste contre les phi n, ça va tout le temps être nul. Donc, quelque part, ce que j'impose, ce n'est pas que le Laplacien du U delta, c'est nul, ça, je ne vais pas l'imposer. Mais par contre, je vais imposer que la forme linéaire Laplacien du U delta, quand je la teste sur un nombre fini de fonctions propres du Laplacien, eh ben, elle sera nulle. Donc, quelque part, je force un petit peu d'harmonicité sur un sous-espace de dimension finie. Et quand je regarde la donnée, ce qui pourrait être intelligent aussi, c'est de dire ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que ma donnée, elle est bruitée, éventuellement, elle est extrêmement chahutée, mais par exemple, on peut se dire que la valeur moyenne de ma donnée, c'est plutôt une bonne partie de ma donnée. Je pourrais essayer de satisfaire exactement ma solution approchée. Je pourrais vouloir sa valeur moyenne vaille exactement la valeur moyenne de ma donnée bruitée sur petit oméga. Et ça, c'est possible en prenant juste l'opérateur qui a un f associe sa valeur moyenne, qui va de L2 de petit oméga dans L2 de petit oméga. C'est lui que je vais utiliser en pratique. Bon, alors ça, c'est la fonctionnelle que je me retrouve à minimiser, donc elle n'est pas très sympathique, mais bon, elle se fait, c'est pas très compliqué. Et le A étoile, on sait le calculer explicitement. Ça, c'est pratique pour faire du numérique, et ça vient précisément des espaces que j'ai introduits au début. C'est pour ça qu'on introduit cette espèce de reformulation un peu bizarre du problème de l'assimilation de données. C'est parce qu'on manipule des espaces d'énergie naturelle. En fait, toutes mes solutions elles sont dans H1. Et ça fait que je sais calculer explicitement A étoile. Pour la petite histoire, les premières fois qu'on avait fait ça, on régularisait trop quelque part. On demandait à avoir des solutions régularisées qui étaient H2, dont le Laplacien était L2. Et du coup, on obtenait des problèmes qui étaient d'ordre 4. Et c'était vachement pénible. Et surtout, on ne savait pas calculer des adjoints, donc il fallait faire des adjoints numériques. Et c'était très coûteux numériquement. Ici, c'est très simple. Oui, alors qu'est-ce que ça donne numériquement? Alors, bon, je vais tester plusieurs trucs. Mon domaine grand oméga, c'est un carré. Mon domaine petit oméga, il va varier, mais suivant les cas, la seule chose qui ne varie pas, c'est qu'en fait, son volume, c'est 40% du volume cototal. Et ici, il y a 3 cas que je vais regarder. Donc ça, c'est le cas 1. C'est ici petit oméga. Le cas 2, c'est ici petit oméga. Et le cas 3, petit oméga, il est partout là. Je teste différentes... Alors, évidemment, vous voyez que le K1, c'est le pire, le K2, c'est le meilleur, et le K3, il est un peu entre les deux. Je vais tester 2 solutions exactes. Pourquoi il y a ça, là? Une qui est plutôt polynomiale et une qui est plutôt très oscillante. Voilà, pour un peu différencier. Évidemment, la première, elle est plus facile que la seconde. Et le alpha infini, c'est juste pour les scaler, que leur norme infinie soit égale à 1, pour pouvoir un peu comparer les résultats. Je vais imposer des bruits relatifs à différents niveaux, et puis je fais un maillage pas trop précis, vous voyez, en 20e, c'est pas grave. Alors voilà le type de reconstruction qu'on obtient. Donc en fait, toujours ici, c'est dans la configuration 1, ici vous aurez toujours la solution exacte. Ici vous avez la solution régularisée, c'est-à-dire que j'applique x delta et qui ici est une solution u delta. Et ici c'est la différence. C'est U moins U delta, ou U delta moins U, je ne sais plus. C'est U moins U delta. Donc le K1, il n'est pas très facile, donc ça ne reconstruit pas trop mal, c'est pas parfait, mais évidemment le problème est mal posé. Et ici j'ai 10% de bruit en plus, donc il y a beaucoup de bruit sur ma donnée. Bon, ce genre de figure, ça ne dit pas grand-chose, hein, ça marche assez bien. Évidemment, en plus, c'est un tirage aléatoire du bruit, le bruit il est tiré aléatoirement, donc si je fais un second tirage, essentiellement vous avez la même tête, mais vous n'avez pas exactement la même reconstruction, mais bon, ça on s'y attend. Si je teste avec la configuration 2, bah, c'est meilleur, c'est normal, c'est classique ça. Et la configuration 3, bah, ça reste un peu entre les deux. Je peux le faire pour l'autre, alors l'autre, elle est fortement oscillante, donc ça va être plus difficile. Donc vous voyez que dans la configuration 1, je suis clairement moins bien reconstruit au bord. Évidemment, c'est une partie que je ne vois pas, parce que mon domaine oméga, il est plutôt dans le domaine. Si j'ai plutôt ma donnée au bord, eh bien, évidemment, c'est bien meilleur, ça, c'est pas surprenant. Et puis, si j'ai celle qui est un peu équitablement répartie, eh ben c'est pas trop mal, quoi. Je reconstruis pas trop mal. J'ai toujours du mal à choper ce qui se passe vraiment dans le coin, parce que là, je n'ai pas de données au coin. Voilà. Oui, là, c'était pour tester ce qui se passe quand je me mets dans la configuration toit, mais je fais des cercles plus ou moins grands. Donc ça change en fait la couverture de mon domaine où j'ai les données.
Et bon, rien de surprenant, plus vous avez de données, enfin plus votre donnée couvre le domaine, meilleur c'est. Il n'y a pas grand-chose à en dire à ce slide-là. C'est pas très intéressant, je pense. Mais bon, c'est un test qu'on a fait. Alors, truc plus intéressant, qu'est-ce qui se passe quand j'utilise la projection P? Alors, je vous rappelle ce que je veux avec la projection P, c'est construire une solution approchée de mon problème qui, en plus, a une valeur moyenne qui doit être égale à la valeur moyenne de ma donnée sur petit oméga et a une sorte de Laplacien qui est nul sur un espace engendré par des fonctions proches du Laplacien direct. Donc en fait, ce qu'on teste là, pour différents niveaux de bruit, c'est ici l'écart entre la valeur moyenne de F delta et la valeur moyenne de U delta sans projection, c'est là, et avec projection, c'est là. Donc ce qu'on remarque, c'est que ça marche. C'est-à-dire que si on met le projecteur, P, on est plus proche. Et en fait, plus il y a de bruit, plus on est proche. Enfin, plus on est proche, pardon. Plus il y a de bruit, plus il y a une différence entre ce qui se passe avec la projection et sans la projection. Ça, c'est naturel, parce qu'en fait, moins il y a de bruit, plus on cherche à satisfaire de toute façon précisément le problème, et donc plus on va être proche des données. Mais quand même, à chaque fois, il y a un ordre de précision différent. Donc on est plus précis sur ce qu'on cherche à faire en utilisant la projection. Et on peut aussi le faire, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé PM, là, mais c'est P1. On peut aussi regarder, donc ce P1B de U, en fait, c'est le Laplacien de U. C'est le Laplacien de U delta sur L2 oméga. Je voudrais que ce soit le plus petit possible, et on voit qu'effectivement, on gagne un ordre de grandeur. Hein. On passe de 10-5 à 10-6, de 10-4 à 10-5, voire de 10-4 à 10-6. Enfin, c'est quasiment 10-5. Donc effectivement, ça marche. Ce n'est pas transcendant, mais ça force plus la contrainte qu'on veut. Alors pourquoi on n'a pas exactement ce qu'on veut? Évidemment, on a un problème d'optimisation, de minimisation. Et je fais un algorithme de descente de gradient dessus, un petit peu plus sophistiqué que ça, mais en gros, c'est l'idée. Et donc, du coup, je m'arrête à un moment et je ne m'arrête pas forcément au minimum qui m'intéresse. Donc, je ne vais pas chercher le truc qui vérifie exactement, mais je gagne quelque chose. Alors oui, maintenant, on pourrait se demander, est-ce que ça change quelque chose en termes de qualité de la reconstruction? D'accord? Parce que l'opérateur P, il a été introduit pour satisfaire exactement des contraintes sur l'équation, mais pas sur la solution elle-même. Mais on pourrait se dire peut-être que ça améliore la qualité de la reconstruction elle-même. La réponse est non. Alors c'est particulièrement flagrant si vous regardez cette ligne-là, en fait. Peu importe ce que ça veut dire. Donc je suis dans la configuration 3 pour ma solution exacte qui est polynomiale et je regarde ce qui se passe avec un bruit de 5%. Et regardez les chiffres qui mesurent la qualité de la reconstruction. J'ai 0,36, 0,40, 0,017, 0,063. Et en fait, ça, c'est à comparer avec ce qui se passe là, où là, en fait, j'ai minimisé sans aucun projecteur. D'accord? Et cette ligne-là, en fait, elle correspond exactement à la même configuration, sauf qu'il n'y a pas le projecteur P. Et si vous regardez les nombres, alors à part celui-là, mais qui est très très proche, en fait, rien n'a changé. Donc en termes de qualité de la reconstruction, ça ne change rien à la projection. Et c'est normal. En fait, c'est normal puisque ça ne sert pas à ça. Donc on aurait peut-être pu espérer que ça améliore les choses parce qu'on force la solution à satisfaire plus de trucs. Mais en fait, on lui demande toujours de satisfaire le critère de Morozov à côté. Donc il n'y a pas vraiment de raison que la solution elle-même soit qualitativement meilleure avec la projection que sans la projection. C'est ça que je voulais dire par ça. Et voilà, je crois que ça termine ma présentation. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, c'était très, très intéressant. Merci. Donc, voilà, on passe aux questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Des questions? Remarques, commentaires? Bon, peut-être moi j'ai une ou deux questions. En fait, ma première question, donc tu as évoqué qu'on peut utiliser Karleman pour avoir des résultats de stabilité. Est-ce que ça a été déjà fait ou Oui, c'est les résultats de stabilité standard dont je parlais. C'est-à-dire que si tu prends, par exemple pour la simulation de données, si tu prends deux données dans l'image de ton opérateur,
et que tu supposes qu'elles sont suffisamment proches, en fait, tu vas pouvoir montrer que les solutions correspondances dont tu sais qu'elles existent parce que tu t'es placé dans l'image, elles-mêmes sont proches et elles sont proches. Alors, tu as une stabilité eulérienne si tu ne vas pas voir jusqu'au bord de ton domaine, et puis si tu vas voir au bord de ton domaine, tu vas perdre en stabilité, tu vas être logarithmique. En fait, ce que je ne vois pas, donc je sais que bon, pour Karlmann, tu auras certainement des résultats de stabilité pour le problème de Cauchy, mais comment tu passes du problème de Cauchy au problème inverse, tu linéarises ton problème, c'est ça ou... Ah mais mon problème, il est linéaire là. Donc je vais en fait, c'est directement l'inégalité de Karlmann que je vais appliquer sur le problème. D'accord. Et elle va me le donner. Et d'ailleurs, elle va me donner autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est la vitesse de convergence de la méthode. Parce qu'en fait, moralement, ce que tu as à la fin, ce qui est un peu caché, alors je ne sais pas si c'est écrit, si c'est écrit quelque part. Voilà, si on va regarder là. On oublie les projections là, mais si tu regardes juste ça, en fait, moralement, là-dedans, il y a écrit que l'écart entre le Laplacien de ta solution approchée et le Laplacien de ta solution exacte, il est de l'ordre de delta. Donc, tu as un contrôle sur l'écart des Laplaciens. Et par ailleurs, des hypothèses raisonnables, tu sais que la norme de ta solution approchée, elle est contrôlée par la norme de ta solution exacte. Et donc tu as un contrôle a priori de la norme de x delta, donc tu as un contrôle a priori de la norme de x delta moins x, et tu as un contrôle sur l'écart des Laplaciens, quoi. Et donc tu es tout à fait dans un cadre pour appliquer un Karlmann qui va te dire que du coup, tu vas avoir une convergence à une vitesse qui n'est pas terrible, qui va être logarithmique. Forcément. Mais ça, c'est attendu. C'est le caractère mal posé du problème qui va faire que tu as une convergence. Tu peux difficilement espérer mieux que la stabilité de ton problème initial. D'accord.